À l'instant même où nous parlons, pour maintenir une pression militaire maximale sur une nation au Moyen-Orient, les États-Unis se voient contraints d'autoriser discrètement l'écoulement sur le marché de millions de barils de pétrole russe. C'est un paradoxe géopolitique assez fascinant. Absolument. Une superpuissance mondiale doit assouplir ses propres sanctions d'un côté du globe, tout simplement pour éviter que son blocus naval de l'autre côté ne provoque un effondrement économique mondial. C'est la réalité de notre économie interconnectée. Bienvenue dans cette plongée au cœur de l'information. Notre bulletin analytique quotidien conçu pour décrypter la complexité du monde avec calme et objectivité. Nous sommes le mardi 21 avril 2026. Bonjour à tous. Avant de déplier la carte géopolitique de ce matin, il convient de préciser que ce bulletin est rendu possible par le soutien de ProWave AI. Il est généré grâce à Stylo News, l'application d'actualité propulsée par l'intelligence artificielle. En effet. Et il est important de noter que Stylo News est la version accessible au grand public du logiciel Stylo Intellops. Tout à fait. Une infrastructure qui est, à l'origine, strictement réservée aux opérations gouvernementales et militaires. Exactement. L'objectif est d'offrir à ceux qui nous écoutent le même niveau de renseignement, la même clarté que les outils utilisés par les grands décideurs mondiaux. C'est notre mission aujourd'hui. Nous allons examiner une véritable énigme stratégique. Comment une nation régionalement isolée parvient-elle à tenir en échec la plus grande flotte militaire du monde ? Une question tout à fait centrale. Nous analyserons les données des 2 dernières semaines concernant le blocus du détroit d'Ormuz. Nous évaluerons les positions des décideurs sans aucun parti pris et modéliserons les scénarios futurs. C'est un dossier très dense. Le titre de notre dossier ce matin, le Gambit d'Ormuz, le levier de l'Iran dans un cessez-le-feu fragile. Commençons par la réalité physique, les faits maritimes. Très bien. Reprenons la chronologie. Aux alentours du 13 avril, l'administration américaine a initié un blocus naval. Suite à l'échec des pourparlers de paix à Islamabad, n'est-ce pas ? Absolument. Ces pourparlers faisaient suite aux conflits armés de la fin février. Ce blocus américain cible spécifiquement les ports iraniens. Et la réaction de l'Iran via le corps des gardiens de la Révolution a été immédiate. Ils ont repris le contrôle physique et strict de la navigation dans le détroit d'Ormuz. C'est exact. Les navires militaires étrangers y sont désormais interdits. Et les navires civils, eux, doivent obtenir une autorisation préalable de Téhéran. Ce qui a mené à des incidents très concrets. Les rapports documentent des tirs sur un pétrolier sous pavillon indien, le Sanmar Herald. Oui, et il y a également eu la fuite précipitée d'un navire de croisière qui naviguait à vide. Mais le point culminant de ces tensions s'est déroulé tout récemment. Entre le 19 et le 20 avril, dans le golfe d'Oman. Tout à fait. Les forces américaines ont saisi un navire marchand iranien, le Tuska. La riposte iranienne ne s'est pas fait attendre. Une riposte par les heures cette fois. Effectivement, l'Iran a déployé un essaim de drones armés. Et cette manœuvre a littéralement forcé les navires de guerre américains à battre en retraite. Ce qui soulève une question d'ordre purement mécanique. Comment un destroyer américain, un fleuron technologique, coûtant plusieurs milliards de dollars, se retrouve-t-il contraint de reculer face à une flotte de drones qui coûte, à peine le prix d'une automobile ? Eh bien, la réponse réside dans la mathématique de la guerre asymétrique. Un destroyer américain est équipé de systèmes radars Aegis qui sont extrêmement sophistiqués et de missiles intercepteurs très précis. Des systèmes très onéreux. Exactement. Chaque missile défensif tiré coûte environ 2 millions de dollars. En face, un drone d'attaque iranien produit en série coûte moins de 20 000 dollars. Je vois. Donc le but de l'essaim n'est pas de détruire le navire par la force brute. Absolument pas. L'objectif est de saturer ses capacités défensives. Si 50 drones attaquent simultanément, le système radar doit traiter 50 cibles distinctes en l'espace de quelques secondes. Ce qui représente un risque de débordement du système. En effet. Et les commandants de la marine américaine ont des ordres stricts. Ils doivent éviter de risquer la destruction d'un navire de guerre majeur. Un tel événement forcerait politiquement le déclenchement d'une guerre totale. Donc, face à la saturation, la manœuvre tactique standard est simplement de se retirer hors de portée ? C'est tout à fait ça. L'Iran exploite cette limitation, qui est à la fois technique et politique. Le résultat factuel de cette stratégie, c'est une augmentation drastique du prix du pétrole. Un bond de 50% dépassant la barre des 100 $ le baril. Une conséquence inévitable pour les marchés. Mais il y a une contradiction intéressante dans nos sources. Les rapports officiels font état d'un blocus naval américain d'un côté et d'une fermeture stricte par l'Iran de l'autre. C'est ce qui est annoncé, oui.
Pourtant, nos données montrent que 11 navires marchands indiens ont récemment réussi le transit. Effectivement, Si l'on imagine le détroit d'Ormuz non pas comme une veine jugulaire, mais plutôt comme l'unique autoroute permettant de sortir d'une ville, c'est une bonne comparaison. si un tireur d'élite s'installe sur le toit de la cabine de péage, il n'a pas besoin de tirer sur chaque véhicule pour bloquer le trafic. Il suffit que le risque soit présent pour que les automobilistes fassent demi-tour. Est-ce le mécanisme à l'œuvre ici? C'est exactement cela. Le concept militaire qui décrit cette situation s'appelle l'enveloppe de coercition. L'Iran ne déploie pas une ligne de navires infranchissables d'un bout à l'autre du détroit. Il modifie l'équation du risque. Absolument. Les tirs sur le Sanmar Herald, la présence suspectée de mines navales, tout cela envoie un signal clair au marché de l'assurance maritime de Londres. Un signal indiquant que la zone est désormais une zone de guerre active. En effet. Par conséquent, les primes d'assurance pour un pétrolier traversant le détroit passent instantanément de quelques dizaines de milliers de dollars à plusieurs millions. Et les compagnies maritimes qui refusent de payer ce surcoût, eh bien elles s'arrêtent. Ce qui crée, de fait, le blocus. C'est exact. Les 11 navires indiens qui sont passés l'ont fait en s'acquittant de ces primes exorbitantes, et surtout sous escorte militaire indienne. L'Iran rend simplement l'accès financièrement insoutenable. Les répercussions de ce mécanisme vont bien au-delà de la simple pompe à essence. Bien au-delà, oui. Pour ceux qui nous écoutent, il faut bien comprendre qu'un baril à plus de 100 $ et des primes d'assurance décuplées, cela signifie que le coût de transport par porte-container explose. Tout le fret maritime est touché. C'est le prix de la nourriture, des médicaments, de l'électronique et des matières premières agricoles qui doublent en l'espace de quelques jours. L'économie civile absorbe le choc frontalement. Ce qui nous amène naturellement au calendrier diplomatique. Un calendrier qui est aujourd'hui même particulièrement critique. En effet, le cessez-le-feu de 10 jours instauré au début du mois d'avril expire précisément aujourd'hui, ce mardi 21 avril. Et les positions à la table des négociations sont extrêmement polarisées. D'un côté, l'administration du président Donald Trump maintient une ligne de pression maximale. Les États-Unis exigent des concessions vérifiables sur le programme nucléaire iranien et la remise de l'uranium enrichi avant toute levée du blocus. Et de l'autre côté, l'Iran refuse catégoriquement de négocier sous la menace de ce blocus naval. Pourtant, des pourparlers de la dernière chance sont prévus à Islamabad. On note la participation du vice-président américain J.D. Vance ainsi que la médiation active du Pakistan et de l'Arabie saoudite. Tout à fait. Mais les rapports de renseignement soulignent une fracture notable au sein de l'État iranien. Une division interne, oui. Le ministère des Affaires étrangères semble chercher sincèrement la voie diplomatique. Pendant ce temps, les gardiens de la Révolution, eux, profitent de la trêve pour fortifier leur position militaire dans le détroit. Ce qui soulève une interrogation logique. Comment des négociations sérieuses peuvent-elles se tenir à Islamabad alors que les diplomates et les forces militaires d'une même nation semblent jouer des partitions opposées? Cette apparente fracture, c'est en fait l'essence même de la doctrine stratégique de Téhéran. Ce n'est pas une perte de contrôle du gouvernement central. C'est une stratégie délibérée. Absolument. C'est une stratégie duale. Le ministère des Affaires étrangères offre une façade de dialogue institutionnel. Cela permet de gagner du temps et d'apaiser temporairement les pays médiateurs. Et pendant ce temps, l'escalade militaire, savamment contrôlée par les gardiens de la Révolution, crée un puissant levier. C'est leur atout en or. Sans cette capacité de nuisance sur le commerce maritime, l'Iran, qui subit le blocus de la première puissance mondiale, n'aurait strictement rien à offrir ou à marchander à la table des négociations. En menaçant l'économie mondiale, il force Washington à devoir faire un choix difficile, maintenir les exigences sur le nucléaire ou stabiliser le marché de l'énergie. Exactement. Et les dynamiques d'opinion reflètent parfaitement cette tension. Les analyses des réseaux sociaux sont très claires à ce sujet. Côté américain, les sources montrent un soutien nationaliste fort à la fermeté de l'administration. Oui, mais c'est immédiatement contrebalancé par une grande anxiété internationale. De nombreux observateurs craignent une escalade incontrôlable. Côté iranien, c'est similaire. Les algorithmes détectent un soutien nationaliste massif aux actions des gardiens de la Révolution et un scepticisme profond envers Washington. Bien qu'une prudence modérée, motivée par la peur d'un effondrement de l'économie domestique, s'observe également chez une partie de la population iranienne. Cependant, dans ce face-à-face, Washington et Téhéran ne sont pas seuls. Les pays du Conseil de coopération du Golfe se retrouvent pris entre deux feux. En effet, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar et l'Arabie saoudite sont directement exposés. Nos sources estiment que le risque pour leurs infrastructures est de niveau modéré à élevé, et les cibles probables sont très spécifiques. On parle des usines de dessalement, des terminaux pétroliers, des bases aériennes et des infrastructures portuaires.
Pour bien saisir l'enjeu, une attaque sur une usine de dessalement dans la péninsule arabique, ce n'est pas qu'une perte matérielle. Loin de là. Dans un environnement désertique, les réserves d'eau potable des grandes métropoles ne durent que quelques jours. La neutralisation de ces usines est une menace existentielle immédiate pour les populations. Et le plus inquiétant, c'est que cette menace prend une forme asymétrique. Les autorités émiraties viennent d'ailleurs de démanteler une cellule de sabotage chiite. Une cellule directement liée aux gardiens de la révolution. Absolument. Cela prouve que l'Iran prépare des actions clandestines contre les infrastructures de ses voisins. C'est l'équivalent géopolitique d'une partie d'échecs, où un joueur déplace secrètement les pions de son adversaire sous la table pendant que toute l'attention est fixée sur le roi. C'est une excellente métaphore. Et cela s'appuie sur un concept fondamental du renseignement, le fameux déni plausible. Justement, arrêtons-nous sur ce terme. Si nos sources et les services de la région savent pertinemment que ces cellules sont liées à l'Iran, comment ce déni peut-il encore être qualifié de plausible ? Eh bien, dans le langage diplomatique moderne, le déni plausible ne signifie pas que votre adversaire vous croit innocent. Que signifie-t-il alors ? Cela signifie simplement que les preuves formelles, juridiques et directes reliant l'ordre d'attaque à l'État souverain sont insuffisantes pour déclencher un acte de guerre conventionnel selon le droit international. C'est fascinant. C'est comme l'enfant dans la cour de récréation qui place son doigt à 1 millimètre du visage d'un camarade en répétant « je ne te touche pas ». C'est exactement la même mécanique appliquée à la géopolitique. L'intention agressive est évidente pour tous, mais la ligne technique de l'agression militaire ouverte n'est pas franchie. En délaissant cette guerre de l'ombre. En effet. Et cette stratégie de contournement a des répercussions bien au-delà du Moyen-Orient. Elle modifie les alliances mondiales. Constatant que la sécurité américaine est absorbée par le détroit d'Ormuz, le Royaume-Uni et la France ont pris la tête d'une mission maritime multinationale pacifique. L'objectif étant de protéger la navigation commerciale européenne. L'Inde, de son côté, multiplie également les escortes navales de ses propres navires. On assiste à une réorganisation complète de la sécurité maritime. Et les ondes de choc touchent même le domaine spatial. Les données confirment que l'Iran utilise un satellite espion, le TES-01B, pour surveiller les bases américaines. Un satellite qui est, précisons-le, d'origine chinoise. Tout à fait. La Chine nie formellement toute assistance militaire directe. Elle qualifie ce satellite de technologie purement commerciale. Mais quand une technologie commerciale fournit des images haute résolution des porte-avions en temps réel, la frontière entre civils et militaires devient très poreuse. Le statut commercial sert ici de bouclier diplomatique à Pékin. Ce conflit révèle également une autre vulnérabilité étonnante, concernant les armements occidentaux cette fois. Nos sources font état d'un épuisement des stocks militaires américains. C'est un point crucial de ce dossier. Les États-Unis sont contraints de retarder les livraisons d'armes promises à leurs alliés européens, notamment les pays baltes et scandinaves, à cause des ressources allouées au golfe d'Oman. C'est la limite physique de la chaîne d'approvisionnement. Les États-Unis font face à un déficit de munitions intercepteuses de haute technologie. Et les capacités de production de l'industrie de l'armement ne peuvent pas être accélérées d'un claquement de doigts. Absolument pas. Un missile anti-aérien tiré aujourd'hui prend des mois à être remplacé. L'Iran dépense des drones bon marché, forçant Washington à vider ses arsenaux stratégiques. Ce qui nous ramène au point de départ de notre analyse de ce matin. Ce contraste frappant, ce paradoxe des sanctions. Le fameux maintien de la stabilité économique coûte que coûte. Il est fascinant d'un point de vue purement factuel d'observer comment l'effort pour imposer un blocus à une nation oblige une superpuissance à assouplir ses sanctions contre une autre nation. Le département du Trésor américain a discrètement prolongé une exemption permettant la vente de cargaisons de pétrole russe. Sans cette exemption et avec le blocage du pétrole iranien, le marché énergétique mondial s'effondrerait. C'est une illustration parfaite de l'interconnexion de notre monde. Une perturbation régionale force des compromis géopolitiques majeurs à l'échelle globale. Alors que le temps file, quels sont, selon l'analyse des données, les événements les plus probables à surveiller à court terme ? Il y a 3 éléments clés à scruter dans les prochains jours. Premièrement, le destin des pourparlers d'Islamabad. Le cessez-le-feu expire aujourd'hui. S'il n'est pas renouvelé, les harcèlements navals reprendront intensément. C'est l'échéance la plus immédiate. Deuxièmement, il faut évaluer le risque de frappes sélectives et asymétriques. Toute attaque non revendiquée sur des ports ou des pétroliers dans le Golfe sera un indicateur majeur. Et le troisième point, La découverte possible d'autres cellules clandestines dans le Golfe. L'arrestation récente aux Émirats n'est probablement que la partie émergée de l'iceberg. des éléments que nous continuerons de suivre avec la plus grande rigueur. La synthèse de données complexes est indispensable dans ce brouillard informationnel. Tout à fait.
C'est d'ailleurs tout l'intérêt de Stylo News, l'outil qui a généré ce bulletin. Nous rappelons à notre audience que Stylo News est une application mobile et de bureau, Elle permet à chaque individu de personnaliser ses propres rapports de renseignement. en agrégeant des centaines de sources traditionnelles et les flux du réseau X. Pour obtenir des actualités à la demande propulsées par l'intelligence artificielle, il est possible de s'abonner sur www.stylonews.com. Un outil précieux pour comprendre les enjeux mondiaux. Nous arrivons au terme de ce dossier. Nous remercions chaleureusement ceux qui nous écoutent pour leur attention ce matin. Merci à tous de votre fidélité. N'hésitez pas à suggérer des sujets de géopolitique ou d'économie pour de futures analyses. Et bien sûr, continuez de suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux favoris. Pour garder un temps d'avance sur l'actualité. Avant de clore cette édition, une dernière réflexion intellectuelle s'impose. Si un conflit très localisé mené avec des drones à bas coût peut contraindre des superpuissances mondiales à faire des compromis sur leurs propres sanctions et à vider leurs arsenaux, C'est une question légitime. on peut se demander si la véritable arme de destruction massive du XXIe siècle ne réside pas dans la destruction des armées, mais plutôt dans la simple perturbation chirurgicale de notre logistique. Excellente journée à tous.